Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour l'un des premiers numéros des Matins du Sénat de cette année 2020. Je vous souhaite une très belle année qui, espérons, sera riche en actualités parlementaires. On va commencer cette semaine en parlant de la réforme du baccalauréat, une réforme lancée en septembre 2019. Elle met fin aux 3 filières du lycée. À la place, l'élève a le choix pour choisir 3 spécialités en première, 2 en terminale. Elle renforce également la place du contrôle continu dans l'évaluation du baccalauréat. Et pour faire le premier bilan de cette réforme, eh bien, les ministres de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer, et de l'Enseignement supérieur, Frédérique Vidal, ont été auditionnés par les sénateurs. Je vous laisse écouter cette audition. La réforme du baccalauréat a évidemment un sens que vous connaissez, mais que je souhaite rappeler en introduction. Et ce sens est complémentaire des évolutions qui ont eu lieu au titre des réformes que vous avez mentionnées, notamment de Parcoursup, dont la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche parlera dans un instant. Nous avons une vision partagée, elle et moi, sur ce qu'on appelle parfois le bac-3, bac+3, et qui suppose d'atténuer la fameuse césure qui existe après le baccalauréat et qui est quand même à l'origine d'un scandale français auquel nous voulons mettre fin. Et ce scandale français auquel nous voulons mettre fin, c'est l'échec des étudiants à l'université, encore trop fort. Et notre but partagé, c'est de l'atténuer. Parce que cet échec, ce qu'il a de particulièrement regrettable, c'est qu'évidemment, il crée beaucoup de gâchis. Et que ce gâchis, finalement, personne n'en est responsable en apparence. C'est-à-dire que on est arrivé ces dernières années à ces dernières décennies, à un système qui crée une sorte d'heure de vérité au moment de l'arrivée dans l'enseignement supérieur, sans avoir pleinement permis de préparer la réussite au cours des années précédentes. Et donc quelque chose qui se constate dans l'enseignement supérieur prend évidemment racine dans l'enseignement scolaire, et nous devons en être pleinement conscients. Il serait plus commode de faire semblant de ne pas voir tout cela, mais nous avons décidé d'agir, de prendre à bras-le-corps le sujet, et notamment de faire cette réforme du baccalauréat, qui est aussi une réforme du lycée, dont on doit rappeler qu'aujourd'hui, nous allons surtout parler du baccalauréat général et technologique et de la réforme du lycée général et technologique, mais ça s'accompagne d'une réforme de la voie professionnelle extrêmement importante, dont l'un des buts est aussi de préparer, dont le but est de préparer aussi bien évidemment la réussite des bacheliers professionnels après le baccalauréat, que ce soit par l'insertion professionnelle, ou pour maintenant une bonne moitié d'entre eux, par un parcours dans l'enseignement supérieur réussi. Ce qui là aussi suppose de ne pas faire les choses de manière anarchique et non prévue, mais de manière pensée, de façon à ce que les élèves soient bien préparés et des insertions réussies, que ce soit grâce à leur préparation au lycée, grâce à Parcoursup et grâce à ce qui les attend ensuite dans l'enseignement supérieur. Notre but est de créer triplement de la confiance dans les jeunes de notre pays, en leur donnant plus de choix, confiance dans les professeurs, pour qu'il y ait un plus grand approfondissement des disciplines avec les élèves, et une confiance aussi dans les chefs d'établissement et les équipes pour la réussite de l'organisation de tout cela, ce qui s'est d'ailleurs passé au travers des différentes étapes que nous venons de vivre. Parce que sur cette réforme, on a entendu beaucoup de choses, mais encore une fois, il faut en rappeler le sens. Le sens, c'est qu'en préparant le baccalauréat, l'élève prépare ce qui lui fait réussir après le baccalauréat. Et donc que le baccalauréat ne soit plus quelque chose de parfois un peu artificiel, mais quelque chose qui prépare l'élève à des réussites, l'habitue à des compétences qui ensuite seront décisives dans la vie professionnelle et dans la vie tout court. Exemple typique parmi d'autres, la création du grand oral à la fin du baccalauréat pour développer dans l'ensemble de notre système scolaire des compétences d'expression orale qui sont parfois insuffisantes aujourd'hui. Or, pour faire réussir les élèves, il faut à la fois créer un plaisir d'apprendre, et qui passe par la liberté de choix, j'y reviendrai, et vous connaissez évidemment ce qui s'est passé au titre des enseignements de spécialité, mais aussi une capacité d'approfondissement. Nous sommes partis du principe que puisque l'élève choisissait, il était davantage en situation d'approfondir, puisqu'on approfondit davantage ce que l'on aime, d'où l'ambition portée par nos programmes, ambition totalement assumée, c'est-à-dire que la refonte de l'ensemble des programmes du lycée général, technologique et professionnel traduit un plus haut niveau d'exigence, et nous l'assumons totalement, parce qu'après parfois des affaissements de niveau constatés souvent dans l'enseignement supérieur vis-à-vis du niveau des étudiants arrivants, des nouveaux étudiants arrivants, nous devions réagir de cette façon-là. Le contrôle continu participe de cette stratégie, puisque le contrôle continu lui aussi a un sens, et ce sens c'est de
cela va de soi, et de faire travailler de façon plus continue l'élève. Et je crois que parmi les constats que l'on peut faire sur le terrain, il y a le fait que les élèves de première cette année sont davantage dans ce travail continu, parce qu'il y a des jalons, comme va l'être le contrôle continu de cette fin du mois de janvier, sur lequel je reviendrai. Mais je voudrais d'abord revenir sur la rentrée, dont j'ai pu affirmer qu'elle était réussie. Je l'affirme encore ici, d'autant plus que il y avait, comme à chaque fois, comme à chaque échéance, des voies pour expliquer qu'il y aurait de très grandes difficultés, que ce serait infaisable. Je rappelle ce que l'on disait, par exemple, sur les emplois du temps à la rentrée. À chaque fois, les problèmes qui sont soulignés en amont ne sont pas des faux problèmes. Il est évident que la réforme du baccalauréat oblige à repenser, et c'est tant mieux d'ailleurs, la manière de concevoir les emplois du temps. Et il y a eu un très gros travail, notamment de la part des chefs d'établissement, pour réussir cela. De sorte que nous avons eu moins de problèmes d'emploi du temps en cette rentrée que nous en avions dans des rentrées ordinaires précédemment. Et il est important de voir aussi que certaines craintes qui se manifestaient en matière de choix des élèves ne se sont pas confirmées, qu'en particulier la moitié des élèves se sont saisis de la réforme pour composer des combinaisons originales qui n'existaient pas dans le précédent système. Les élèves ont donc, à l'occasion de cette rentrée, pleinement profité des nouvelles opportunités. Dans le cadre de la nouvelle classe de seconde, puisqu'on parle souvent des premières, mais c'est important de souligner aussi ce qui se passe en seconde. Tous les élèves ont maintenant un enseignement obligatoire de sciences numériques et technologiques, ainsi qu'un enseignement obligatoire de sciences économiques et sociales commun à tous, d'1h30, dans le cadre des programmes qui ont été refondus. S'agissant des élèves de première, ils ont fait les choix originaux que j'indiquais, ils ont aussi pu bénéficier d'enseignements nouveaux. Un exemple typique, c'est évidemment numérique et sciences informatiques, qui est une innovation extrêmement importante, qui s'accompagne d'autres éléments de renforcement de l'informatique dans notre système scolaire. Je pense en particulier à la création du CAPES d'informatique. Et puis il y a un temps plus important consacré à l'orientation des élèves. C'est notre grand changement à l'intérieur du grand changement, notamment avec des compétences nouvelles pour les régions, qui commencent à s'affirmer en cette année 2019-2020. Et c'est évidemment des choses qui vont aller en s'amplifiant dans le cadre de relations que je me permettrai de qualifier de bonnes avec les régions, parce que nous travaillons de manière très coopérative pour que les régions s'approprient complètement ces nouvelles compétences, en lien évidemment avec l'enseignement supérieur, puisque concrètement ça signifie une cinquantaine d'heures annuelles consacrées à ces sujets, avec beaucoup de liberté, d'autonomie de l'établissement pour organiser ces heures, par exemple par des semaines de l'orientation, avec les régions, qui ont donc la possibilité de faire appel et aux institutions d'enseignement supérieur et au monde professionnel pour venir parler aux élèves dans les établissements de tous les enjeux d'orientation d'une manière extrêmement pragmatique. Je crois beaucoup à cette nouvelle dynamique qui passe aussi par une évolution de l'ONICEP. Il y a là aussi des inquiétudes que je peux comprendre qui ont été manifestées par les uns et les autres, mais notre but, je le redis très clairement devant vous, est un renforcement de notre capacité d'orientation et le changement de direction à l'ONICEP et différentes réformes qui sont menées actuellement par la nouvelle directrice sont faites pour aller dans ce sens. La rentrée 2020 est elle-même en préparation, mais auparavant, il y a des jalons qui sont importants. Il y a eu le jalon de décembre. Là aussi, on a beaucoup parlé à l'avance des conseils de classe en redoutant ce que la transformation du lycée pouvait produire pour les conseils de classe. Eh bien, ces conseils de classe se sont bien passés au mois de décembre. Oui, ils ont été différents de ce qui se passait auparavant. Et oui, c'est une bonne nouvelle. Sur ce sujet comme sur d'autres, il y a une forme de déroutinisation. Il est parfois paradoxal, alors même qu'on se plaignait d'un certain nombre de choses depuis des années, voire des décennies, qu'au moment où elles changent dans un sens qui était quand même souhaité par tout le monde, on entende surtout les craintes au lieu de souligner les innovations, les réussites qui sont des progrès pour nos élèves et pour notre pays. S'agissant du conseil de classe, je le redis, l'objectif c'est d'avoir très souvent un conseil de classe qui correspond au groupe classe. Rappelons que le groupe classe, c'est quand même ça reste la majorité des heures. Et puis une politique d'enseignement de spécialité par établissement qui fait qu'on peut. Alors chaque établissement après choisit son mode d'organisation, mais ça peut être, par exemple, s'il y a, mettons, 4 professeurs concernés par 120 élèves d'un enseignement de spécialité, de se réunir
ces 4-là, autour de ces 120, des sujets de ces 120 élèves-là, d'avoir une politique d'établissement sur 7 enseignements de spécialité, ce qui crée des effets de coopération, des effets aussi de transversalité, des dynamisations. Et les établissements qui se sont le mieux emparés de cela, évidemment, voient les bénéfices d'une telle approche. Mais que n'a-t-on entendu en amont du mois de décembre ? Évidemment, après maintenant, on peut faire un bilan a posteriori qui, évidemment, a des failles, des insuffisances. Tout n'est pas parfait, loin s'en faut, mais qui, en tout cas, montre des avancées intéressantes. Je le dis parce que ce phénomène, on le voit à chaque fois. C'est-à-dire, il est normal qu'il y ait des questions et des inquiétudes. Je suis le premier à les considérer comme légitimes. Mais je voudrais quand même dire qu'à chaque fois, nous travaillons sur ces jalons et que ces jalons se passent bien. Et qu'en réalité, si nous sommes tous bien articulés et bien unis pour passer ces jalons, eh bien, cela se réalise positivement. Pour ce faire, nous avons, vous le savez, installé un comité de suivi qui est fait pour justement tenir compte des échos du terrain et avoir les ajustements nécessaires, ce qui est tout à fait normal. Je l'avais annoncé dès cet été, il s'est accompli. Et donc ce comité de suivi, que j'écoute très attentivement, m'a permis de proposer des premières mesures d'ajustement issues des observations de terrain. Vous y avez fait allusion, Madame la Présidente. On nous a alerté notamment sur la charge de travail que pouvaient représenter les programmes de français. Donc c'est pourquoi nous avons proposé des aménagements de ces programmes pour aider les professeurs dans cet enseignement qui est exigeant. Et nous avons aussi, nous sommes passés de l'idée de renouveler par moitié les œuvres à étudier d'une année sur l'autre à un quart, de façon à ce que ce ne soit pas trop lourd comme évolution d'une année sur l'autre. Nous avons aussi un petit peu diminué le nombre d'œuvres à présenter. Conformément aux propositions du comité, nous allons aussi proposer une nouvelle spécialité, ce qui d'ailleurs signale la souplesse que permet la réforme du lycée, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui et dans le futur de créer de nouveaux enseignements de spécialité, de tenir compte d'évolution de la société, d'attentes des élèves, d'observation des professeurs. Et c'est ainsi que pour l'anglais, on nous faisait observer que les programmes étaient peut-être parfois un petit peu trop académiques, en tout cas pour une partie des élèves et du point de vue des professeurs. Et donc nous avons créé vos sous-ensembles dans la spécialité anglais qui s'intitule Anglais monde contemporain, qui fera plus de place à la lecture de la presse, à l'expression orale, à des enjeux, disons, très contemporains. Et c'est là encore lié à l'écoute que nous avons eue du comité de suivi. Toujours pour l'écoute du comité de suivi, les conséquences concrètes que nous en retirons. Nous faisons évidemment particulièrement attention aux mathématiques. Là aussi, des craintes avaient été exprimées qui ne se sont pas vérifiées. Environ les 2/3 des élèves ont choisi l'enseignement de spécialité mathématiques. Nous avons parfois des observations sur le caractère exigeant du programme de mathématiques, et encore une fois, nous assumons que ce programme est exigeant. Mais pour ceux qui abandonneront l'enseignement de spécialité entre la première et la terminale, nous avons... j'ai dit dans la lettre que nous irons vers l'existence de la spécialité maths complémentaire en classe de terminale systématiquement dans tous les lycées de France, ce qui signifie que tout lycéen ayant fait enseignement de spécialité en première puis se retrouvant en terminale sans cet enseignement de spécialité par son choix pourra prendre enseignement complémentaire. Concrètement, ça signifie qu'on a un système 3-6-9, si je puis dire, en terminale, c'est-à-dire un élève peut avoir 3 heures s'il prend maths complémentaires, ça va être des probabilités et des statistiques, donc ça correspondra souvent par exemple à des élèves en économie ou même à des élèves qui se destinent à des études de médecine par exemple, et qui ont pris SVT et par exemple physique-chimie, ça peut être un exemple de double enseignement de spécialité. Et puis ceux qui prennent l'enseignement de spécialité, qui ont 6 heures, ceux qui prendront aussi l'enseignement maths experte, qui permet de prendre 3 heures de plus, ça fait 9 heures. Je rappelle qu'un élève de terminale S, jusqu'à présent, avait 8 heures. Donc on a quelque chose de modulaire, quelque chose de souple, quelque chose qui permet donc de pousser l'excellence en mathématiques pour ceux qui le veulent, ou d'assurer un niveau de mathématiques correct pour ceux qui prennent moins d'heures. Loin d'être un affaiblissement des mathématiques, c'est au contraire un renforcement des mathématiques, et en tenant compte du fait que tous les élèves n'ont pas le même rapport aux mathématiques et qu'on doit bien entendu prendre cela en compte. C'est aussi pour ça que j'ai préconisé qu'il existe des groupes de compétences
l'année prochaine, puisque cela permet de tenir compte de l'hétérogénéité du niveau des élèves, qui est une réalité, qui doit permettre, et on doit s'organiser pour que les professeurs soient en situation de tenir compte de ces réalités. Plusieurs choses évoluent aussi du fait de la pratique et des observations du comité de suivi. J'ai fait référence au conseil de classe. On pourrait faire référence aux professeurs principaux. Vous le savez, la réforme Parcoursup nous avait déjà amené à créer 2 professeurs principaux en terminale, ce qui est une expérience assez réussie. Mais dans le futur, on peut avoir d'autres évolutions aussi pour tenir compte justement de l'évolution du groupe classe et avoir un rôle de suivi des élèves approfondi dans une conception renouvelée du professeur principal. Ça fait partie des choses importantes dont nous pourrons discuter avec tous nos interlocuteurs dans les temps qui viennent. Le dialogue est en continu. Là aussi, peut-être en contrepoint d'observations qu'on entend souvent, puisque votre serviteur est parfois, ça m'arrive de l'entendre, taxé de vertical, c'est un mot que j'entends parfois, peut-être, mais le fait est que le comité de suivi existe, qu'il se réunit très régulièrement, que nous tenons compte de ce qu'il dit et que je reste très ouvert aux observations que l'on peut faire, comme ce que vous allez me dire dans un instant, et dont nous avons vocation à tenir évidemment le plus grand compte. Donc le prochain comité de suivi sera le 28 janvier et permettra d'avancer. Quelles sont les prochaines étapes? On a le contrôle continu le 20 janvier, qui commence à partir du 20 janvier. Ces épreuves permettent donc d'avoir un jalon dans la progression des élèves, de valoriser la régularité de leur travail. Dans quelques semaines, donc, ils vont composer en histoire-géographie. Je rappelle que le maximum de durée d'une épreuve dans la nouvelle conception, c'est 2 heures. Donc c'est quelque chose d'assez fluide et simplifié dans la vie de l'élève. En histoire-géographie, 2 heures. En langue vivante, 1 heure. En langue vivante, 2, 1 heure. Et en mathématiques, 2 heures s'agissant de la voie technologique. Donc soit la voie générale, il s'agit de 3 épreuves, soit de la voie technologique, c'est 4 épreuves, puisqu'il y a des mathématiques en plus. Chaque épreuve compte pour 1,67% de la note, donc il ne va pas y avoir un stress excessif quant à l'enjeu, mais ça permet tout simplement d'avoir une première étape et puis de se tester. Les vertus en chaîne sont multiples. J'ai mentionné tout à l'heure le fait que ça crée de la coopération entre professeurs, que ça donne une vision d'une politique de discipline à l'intérieur d'un établissement, avoir des progressions aussi qui soient le plus homogènes possible entre les élèves de différentes classes. Tout ça est visé par cela. Je vois à votre regard, Madame la Présidente, que je suis peut-être un peu long. Donc je vais essayer d'aller plus vite. La dématérialisation de la correction est un autre aspect très important, une autre modernisation consacrée par cette nouvelle étape du mois de janvier. C'est un saut technologique très important, c'est une modernisation notable, puisque ça signifie donc une capacité à scanner les copies dans chaque établissement de France. Nous sommes préparés pour ça, nous sommes prêts pour cette fin du mois de janvier, avec toute une série de progrès permis par cela, puisque c'est ce système numérique qui permet de répartir les copies entre les correcteurs. Rappelons que les élèves ne sont pas corrigés par leur professeur, mais par un autre correcteur. Et c'est une garantie donc d'anonymisation, d'égalité aussi dans l'harmonisation des notes, parce que cette numérisation va permettre de tenir les commissions d'harmonisation. Et puis, surtout, l'élève pourra consulter sa copie en temps réel, dès qu'elle est corrigée, sur Internet. Donc c'est évidemment, là aussi, un progrès absolument considérable d'accès à la copie. Ça met fin aussi à tous les incidents imaginables et qui existent pour le baccalauréat depuis toujours, de perte de copies, sans parler de toutes sortes de phénomènes qui peuvent nuire dans le circuit de la copie entre le moment où elle est faite et le moment où la note est donnée à l'élève. C'est donc, vous le voyez bien, des objectifs pédagogiques qui sont là derrière les objectifs organisationnels. La dématérialisation est un moyen au service d'une finalité. Et donc, bien sûr, comme il s'agit là aussi de quelque chose de nouveau, j'entends des questions et des inquiétudes. Elles sont, encore une fois, parfaitement légitimes. Je rappelle que ça se tient sur plusieurs jours. Donc, s'il y avait une difficulté informatique dans un établissement, on peut y remédier rapidement. Et donc, j'ai d'ailleurs une visioconférence avec les représentants des chefs d'établissement en cette fin de semaine pour caler les derniers aspects pratiques de ce contrôle continu. Mais je suis confiant dans le fait que ce sera un jalon nouveau
dans le déroulement de la réforme, qui nous permet ensuite d'aller vers le jalon suivant, qui est la préparation de la rentrée 2020. L'année prochaine, les élèves de première auront donc choisi 2 enseignements de spécialité de 6 heures pour la classe de terminale. Et donc nous allons évidemment entrer dans une nouvelle phase. Nous sommes en train de publier les derniers textes qui justement tiennent compte de ce qui a été dit par le comité de suivi. Je donne un seul exemple auquel je faisais référence tout à l'heure, le grand oral, pour lequel le texte sort ces jours-ci, après un rapport qui avait été fait par Cyril Delay au mois de juin dernier, après des consultations multiples, et qui vont nous permettre donc d'avoir un beau concept de grand oral sur 20 minutes, permettant à l'élève d'exprimer toutes ses compétences argumentatives en particulier. Voilà, cette transformation du lycée, donc, vous le voyez, est substantielle. Là aussi, nous l'assumons pleinement. Elle transforme en profondeur le lycée français dans le sens de sa modernisation. Elle est regardée internationalement parce que d'autres pays trouvent vraiment intéressant ces différentes pistes. Et il est évidemment très important que nous continuions à la faire évoluer collectivement, notamment par la concertation. Et c'est ce que nous cherchons à faire. Et puis, en grande cohérence avec le monde de l'enseignement supérieur, parce que, évidemment, l'aval conditionne beaucoup l'amont. Je pense à l'explicitation des attendus qui a beaucoup d'importance, à la fois dans l'élaboration des programmes et tels qu'ils ont été faits, et puis dans les choix que les élèves font ensuite. Et c'est pourquoi ce que va vous dire maintenant la ministre de l'Enseignement supérieur est évidemment conçu entre nous deux de manière très cohérente, je l'espère, pour qu'il y ait cette cohérence pour l'élève. Merci, monsieur. Donc, vous me donnez tout à fait l'occasion de la transition, puisque vous venez d'évoquer les attendus, pour lesquels d'ailleurs un certain nombre de demandes sont faites dans le sens de plus de précision. Je note en tout cas que la date de cette commission est tout à fait opportune, puisque démarre, ce que vous avez rappelé, le contrôle continu. Dès le 20 janvier, de la même manière, la procédure Parcoursup est en train de démarrer également. Donc, Madame la Ministre, pouvez-vous donc nous expliquer comment votre ministère travaille en relation avec le ministère de l'Éducation nationale sur la cohérence de cette réforme et nous parler peut-être un peu plus du coup des attendus, pour lequel il y aura beaucoup de questions de mes collègues d'ailleurs. Merci beaucoup, Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, cher Jean-Michel, Messieurs les rapporteurs, Mesdames et Messieurs les sénateurs. Très bonne année à toutes et à tous. Je crois que ce qui est important, et c'est vraiment dans la continuité de ce que disait Jean-Michel, c'est d'imaginer que dès le départ, nous avons pensé l'orientation et la réussite des étudiants dans cette notion de continuum, -3, +3. D'ailleurs, nous avions présenté le plan étudiant avec le Premier ministre Jean-Michel et moi-même en octobre 2017. Et donc, nous étions bien dans une construction qui a vocation, en fait, à porter la même philosophie que nous avons de notre système d'éducation et d'enseignement supérieur. Philosophie qui se retrouve d'ailleurs aussi dans la réforme de la formation professionnelle portée par Muriel Pénicaud. Comment, au travers de l'apprentissage de savoir, comment au travers de la circulation de connaissances, peut-on donner à nos jeunes et plus largement à nos concitoyens les moyens de construire leur parcours, à la fois de la manière la plus libre et la plus éclairée possible, en pleine conscience de ce qui va être demandé, exigé, attendu par le système d'enseignement. Et donc qu'il s'agisse de la transformation du lycée et du baccalauréat, de la transformation du premier cycle universitaire, de la formation professionnelle, on est bien sur cette vision que nous portons de l'émancipation par la connaissance. Les fondamentaux sont les mêmes. Nous partons d'un constat qui est celui que les logiques anciennes, établies en silos, établies en tuyaux d'orgue, font que finalement, de plus en plus jeunes, le parcours scolaire déterminait l'entrée dans l'enseignement supérieur et déterminait ensuite la vie professionnelle. Et l'orientation, pour nous, c'est permettre à chacun, dans le temps, selon la maturité de chacun, au lycée, tout au long aussi du premier cycle de l'enseignement supérieur, de pouvoir construire son parcours original, personnel,
de manière à ce que chacun trouve sa voie vers la réussite. C'est quelque chose qui est extrêmement important et que vous m'avez souvent entendu évoquer, que la confiance en soi de notre jeunesse, parce que c'est aussi quelque chose qui porte une forme d'optimisme et un souhait de participer pleinement à la société en s'y réalisant et en permettant sa réussite propre et la réussite générale de la société. Et donc c'est bien comme ça que cette réforme a été conçue et pensée, que ce soit celle du lycée, celle du premier cycle, celle de la formation des formateurs et des enseignants, puisque c'est aussi un sujet sur lequel nous travaillons en interaction permanente. Pendant trop longtemps, le baccalauréat a marqué quelque chose qui a été vécu comme un saut dans l'inconnu dans le meilleur des cas, comme une rupture emplie de désillusions, de dépits et d'échecs dans le pire des cas. Le premier constat, c'est que l'enseignement supérieur, dans sa diversité, dans son exigence académique portée par l'ensemble des établissements, était finalement assez mal connu. Et c'est la première chose qui était importante, c'est de construire une forme d'alliance entre les enseignants du secondaire et les enseignants du supérieur, de manière à accompagner les jeunes tels qu'ils sont et à leur dire aussi la réalité de ce qu'exige une formation, qu'elle soit au sein du lycée ou qu'elle soit au sein de l'enseignement supérieur. C'est la première chose qui a été réalisée, Jean-Michel l'a rappelé, avec ses deux professeurs principaux dès la terminale, mais aussi avec la rencontre entre les enseignants du supérieur et les enseignants du secondaire, dans ces commissions d'accès à l'enseignement supérieur qui font que maintenant les gens se connaissent, se téléphonent, partagent en fait et se transmettent l'étudiant et le jeune. Je sais que l'une des questions qui a été très souvent posée et très souvent évoquée, notamment par le sénateur Brisson, c'est pourquoi dans ce sens-là? Alors, pourquoi dans ce sens-là? D'abord, bon, je ne reviendrai pas sur le contexte très particulier du printemps 2017, avec un recours massif au tirage au sort, l'émoi que cela a suscité, et qui est évidemment bien compréhensible. La CNIL, qui avait enjoint le gouvernement à agir promptement, avant que le Conseil d'État n'annule la base juridique de toute la plateforme. Donc, évidemment, c'était un contexte qui était contraignant, mais néanmoins, c'était aussi quelque chose qui avait du sens, car il nous paraissait important de commencer par faire connaître les exigences de l'enseignement supérieur, de manière à ce que les jeunes puissent se préparer sereinement à entrer dans cet enseignement supérieur. Et il nous paraissait aussi important de donner quelques années à l'enseignement supérieur pour se préparer à mieux accueillir la diversité des étudiants qui allaient arriver à partir du baccalauréat. Donc faire connaître les attendus au sens disciplinaire, mais au-delà, les attendus en termes de nécessité, de travail, de compréhension, de compétences. Reconnaître et mieux intégrer dans les formations du supérieur la diversité des talents, la diversité des intelligences, la diversité des goûts. Dire que, quels que soient les parcours d'orientation qu'on a eus sur le lycée, les choses ne sont pas définitives si l'on s'en donne les moyens, si l'on accepte de se former et de se reformer, si on accepte d'approfondir un certain nombre de choses, alors l'univers des possibles reste large. Et donc c'est l'objectif de cette ouverture du champ des possibles, mais en toute connaissance de cause, parce que je crois que c'était ce qui était le plus compliqué pour nos jeunes, de ne pas avoir cette conscience de ce qui allait être attendu d'eux dans l'enseignement supérieur. Dès le mois de décembre 2017, lors de la signature de la charte des attendus avec la conférence des présidents d'université, un premier choix clair a été fait entre nous, qui était de ne pas calquer les attendus sur des filières existantes ou à venir du baccalauréat.
Parce que sinon, on maintenait cette logique de silo, et de fait, on disait aux jeunes, puisque vous n'avez pas fait ça dans les 3 dernières années, vous ne pouvez pas imaginer de faire ça dans le futur. Donc, à la fois être capable de leur dire ce qui serait attendu d'eux, mais leur dire aussi, si vous n'avez pas ces attendus, nous sommes en capacité de mettre en place un système qui vous les donnera. Et donc, c'était évidemment très important. L'information la plus fidèle possible sur les connaissances, les compétences, l'investissement nécessaire pour chacune des filières, une recherche d'équilibre finalement entre cette liberté de choisir et de construire son orientation en fonction de sa maturité, mais aussi cette connaissance de la réalité de ce qui attend le lycéen à l'université ou dans les établissements d'enseignement supérieur, ce qui est essentiel notamment pour les jeunes lycéens qui n'ont autour d'eux personne ayant déjà fait des études. Et ça, c'est vraiment une chose à laquelle nous avons été très attachés, que les professeurs principaux, que les conseillers d'orientation, que les enseignants référents, que les directeurs des études dans l'enseignement supérieur ont vraiment pris à cœur le plus possible. Ces attendus, ils sont en train d'être affinés, hein, évidemment. Nous demanderons aux établissements de ne pas les modifier pour la rentrée 2021, de façon à ce que justement ne se mettent pas en place des stratégies liées à des attendus qui auraient été modifiés, histoire de signaler que tel ou tel choix de spécialité, etc., est un choix requis ou prioritaire. Ça n'est absolument pas dans cette idée-là que sont construits les attendus. Une charte qui a été édictée par nos 2 ministères et qui a été signée par les conférences d'établissement au mois de janvier dernier garantit que les choix des enseignements de spécialité en aucun cas ne conditionneront les vœux de formation présents sur Parcoursup. Aucune formation ne pourra exiger telle ou telle combinaison de spécialités. Et ça, c'est aussi évidemment quelque chose qui nous paraît extrêmement important. Alors, attention, comme je sais que ce sujet suscite des interrogations, des inquiétudes pour les lycéens, pour leurs familles, je veux être clair, le plus clair possible. L'objectif, c'est bien d'assouplir le système et de donner la plus grande liberté de choix aux lycéens. Mais il va de soi que cette liberté doit quand même prendre en compte quelques réalités fondamentales. Ne jamais avoir suivi aucun enseignement scientifique lorsque l'on veut devenir ingénieur, au travers d'une classe préparatoire aux grandes écoles, spécialité physique-chimie, sciences pour l'ingénieur. Voilà, il y a quand même un minimum de réalité qui prévaut. Mais néanmoins, ces formations seront accessibles à l'aide de plusieurs combinaisons d'enseignement de spécialité. Et c'est ça qui change, puisque auparavant, elles n'étaient globalement accessibles que lorsque l'on avait fait un baccalauréat scientifique et qu'on l'avait obtenu de préférence avec mention. Nous avons aussi mis en place de nouveaux outils d'information et d'orientation, de façon à ce que les jeunes et leurs familles puissent découvrir quelles sont les opportunités offertes par des combinaisons de spécialités. L'idée, c'est que vraiment, dès la seconde, sur un site que je trouve personnellement extrêmement bien fait, hein, qui s'appelle Horizon 2021, eh bien, vous choisissez des spécialités et vous regardez à quel type de métier ces spécialités conduisent. Et je vous invite vraiment à aller regarder, parce que là, on voit à quel point des combinaisons de spécialités peuvent ouvrir des horizons extrêmement variables et extrêmement différents. Et c'est ça aussi, construire son orientation, c'est être capable de se projeter dans ses études et au-delà, dans une vie professionnelle. Et ça nous paraît évidemment important. Et puis, depuis la rentrée 2018, et de mieux en mieux, si je puis dire, chaque année, les établissements ont préparé, grâce à l'arrêté de licence qui a été pris en août 2018, des parcours qui sont de plus en plus modulables et à la carte, qui vont aussi permettre
de pouvoir accompagner les jeunes en fonction de ce qu'ils auront fait auparavant en termes de spécialité. Cette mise en place de ces parcours modulaires autorisés par l'arrêté de licence est financée notamment au travers des programmes Nouveaux Cursus à l'université par le programme d'investissement d'avenir à hauteur de 450 millions d'euros. Je voudrais juste pour conclure prendre un exemple concret qui, j'espère, pourra éclairer la façon dont nous avons construit les choses. Et cet exemple, c'est celui des études de santé. Le profil de l'étudiant en PACES était jusque-là particulièrement bien identifié, c'est-à-dire que clairement, il était presque impossible statistiquement de réussir à obtenir le concours de fin de première année si l'on n'avait pas un baccalauréat série S avec mention très bien. Ce sont les chiffres qui le montrent et qui permettent de voir ça. Or, qu'est-ce que nous savons? Nous savons que la médecine de demain, celle d'aujourd'hui d'ailleurs aussi probablement, mais en tout cas celle de demain avec certitude, demandera des compétences beaucoup plus diversifiées que celles qui sont aujourd'hui évaluées par ce concours unique. Et donc l'enjeu a été de réfléchir à la façon dont on pouvait mettre fin à ce silo très identifié entre le baccalauréat série S avec mention très bien et les études de santé, pour permettre à ceux qui, au lycée, avaient exprimé d'autres envies ou qui avaient mis peut-être un peu plus de temps à se projeter dans ce type de métier, de néanmoins pouvoir y réussir et pouvoir découvrir les parcours santé avec plus de souplesse. Le nouveau système prévoit ainsi 2 types de voies d'accès. Une voie qui s'appelle portail d'accès aux études de santé, qui contient, en plus des formations classiques de l'ancienne année de PACES, obligatoirement au moins une mineure dans un autre domaine disciplinaire et dans un autre domaine d'intérêt. Et nous avons autorisé l'ouverture de licences accès aux études de santé, c'est-à-dire des licences construites sur la base d'autres disciplines, droit, économie, gestion, psychologie, philosophie, mathématiques, biologie, avec des mineurs santé. L'objectif, ce n'est absolument pas de baisser l'exigence académique. C'est-à-dire qu'il restera bien sûr une demande très forte d'une excellence académique pour intégrer réellement les études de santé en 2e année. Mais la constatation que nous avons faite, c'est que aujourd'hui il y a 35 portails d'accès aux études de santé qui correspondent aux 35 anciennes PACES, mais il y a aussi 400 licences avec accès santé qui ont ouvert partout sur le territoire. Nous avons des établissements comme l'Université de Strasbourg qui a même décidé de ne plus avoir de parcours accès santé, mais de ne travailler que sur la base de licences accès santé. Ça nous permet d'avoir des jeunes qui sont reconnus pour leur excellence, qui, si néanmoins ils échouent dans quelque chose qui reste sélectif, eh bien, on puisse leur dire que néanmoins ils ont réussi et qu'ils peuvent continuer. Ces 400 licences avec accès santé sont ouvertes dans toutes les universités, qu'elles aient ou qu'elles n'aient pas de CHU, ce qui nous permet aussi d'avoir des jeunes qui vont pouvoir démarrer leurs études de santé partout sur le territoire, et c'est une autre façon eh bien de penser à la façon dont on peut remédier à ce déficit que l'on observe de médecins dans certains territoires. C'est donc aujourd'hui 108 sites qui offrent la possibilité d'accéder aux études de santé contre 35 l'année dernière. C'est ça ce que nous appelons en fait briser les silos, briser les rigidités des formations et faire en sorte que ce soit bien les formations et leur contenu qui viennent s'adapter aux souhaits et aux compétences et à l'engagement des étudiants plutôt que de demander l'inverse. Donc voilà, je pense que nous aurons évidemment l'occasion de revenir avec Jean-Michel sur d'autres détails, mais il me semble que cette démonstration avec ce qui a été fait dans les études de santé, parce que c'est probablement la chose la plus disruptive qui sera observée à la rentrée prochaine et que les établissements sont en train de préparer, montre ce que nous
voulons dire quand nous disons qu'aujourd'hui, nous souhaitons que chacun puisse trouver sa place, réussir et aider à la construction d'une société plus apaisée. Merci beaucoup. La ministre, je donne la parole donc maintenant à nos deux rapporteurs, peut-être 3-4 minutes. Ils vont être très concis et efficaces, je n'en doute pas. Alors, Monsieur Grosperrin, pour l'enseignement scolaire. Je vais essayer, Madame la Présidente. Donc, Madame la Ministre, Monsieur le Ministre, Madame la Présidente. C'est vrai que cette réforme est bienvenue, même si on pense que le fait de sortir des filières, je pense que c'est une bonne chose. Alors, on peut vous considérer comme le ministre de la transformation du système éducatif, mais il y a beaucoup eu de réformes à ce jour. Et c'est vrai qu'à ce jour, autant Parcoursup ou l'école de la confiance font que ce sont vous êtes des acteurs actifs, en tout cas, de la transformation. Il peut y avoir un télescopage en ce moment avec la réforme des retraites qui peut aussi poser problème, et j'espère, et j'entends le sens des responsabilités des enseignants qui ne boycotteront pas ces E3C qui auront lieu d'ici 15 jours pour certains. Je voudrais vous dire aussi que c'est une incidence forte parce que la notion de classe disparaît, et c'est vrai que certains seront beaucoup plus en spécialité ou en option que dans le tronc commun. Donc on arrive dans quelque chose qui va être complètement différent, qui va changer certainement la nature, la psychologie des enfants. Sur la forme, quelques remarques et quelques inquiétudes, parce que nous avons bien compris que chaque lycée va devenir centre d'examen, donc avec des responsabilités importantes. Certains chefs d'établissement nous disent que les programmes ont été un petit peu oubliés. Vous avez rectifié hier, avant-hier, et je pense que le Conseil supérieur des programmes a été quand même sollicité depuis de longues années, mais il y a eu des difficultés par rapport aux mathématiques, vous nous avez rassuré, par rapport à l'anglais, par rapport au français, en diminuant le nombre de textes. Il y a quand même quelques questions qui sont posées, c'est à 15 jours, qui corrige, parce que certains chefs d'établissement nous disent que, pour l'instant, la DGESCO, vous en avez parlé, est-ce que ce sont les enseignants de première, est-ce que ce sont les enseignants, tous les enseignants, et ils se disent que ça peut être intéressant de ne pas limiter le nombre d'enseignants, surtout à un moment important, et pour éviter justement ces stratégies d'évitement. Je crois que faire confiance aux chefs d'établissement, c'est bien. Je crois que ce sont eux qui sont le pivot de la réussite. Sur la Banque nationale des sujets, là aussi, on a entendu beaucoup de choses, un sujet, 3 sujets, 5 sujets. Je pense qu'il est intéressant de passer peut-être à 5 sujets pour éviter justement ce bachotage, parce que certains élèves, on pourrait s'imaginer qu'ils puissent à un moment donné travailler en dehors de l'école, et il y a un risque lorsque cette Banque nationale va devenir dans des données publiques en 2021. Certains nous disent que c'est un outil professionnel, pourquoi le donner? Donc il faudra aussi le justifier. Une grande question sur le rapport des GESCO, des NE, parce que là, à un moment où, avec nos smartphones, on arrive à aller très vite, à fusionner des fichiers, à envoyer des informations, ils se sentent dans des difficultés dans la mesure où il faut parfois qu'ils écrivent tout à la main. Donc je pense qu'il y a une vraie réflexion sur les outils informatiques du ministère de l'Éducation nationale à avoir. Conseil de classe, conseil de compétences. Je vais très vite par rapport à tout cela. C'était la forme, le fond. 2 questions. Madame la ministre, vous nous avez rassuré, en tout cas sur la poursuite des études vis-à-vis de Parcoursup, mais y aura-t-il une possibilité de rattraper le non-choix s'il se découvre une vocation tardive, si l'élève se découvre une vocation tardive au cours de l'année scolaire? Vous savez que de nombreux jeunes à la fin de l'année seconde et même de l'année de première n'ont pas encore une idée très précise sur leur orientation. Ma deuxième et dernière question, c'est sur les lycées hors contrat. Il semblerait que ces élèves de première et terminale ne passeront pas les épreuves communes de contrôle continu pendant les années de première et de terminale. Comment sera constitué leur dossier de Parcoursup? Celui-ci risque d'être particulièrement vide, qui risque de les pénaliser lors du classement des dossiers par ces algorithmes relatifs aux attendus des filières universitaires. Quelles solutions pouvons-nous imaginer en sachant que c'est près de 60 000 jeunes par an, soit 8% des effectifs du bac? Donc vous voyez, ce sont des questions concrètes, mais qui reflètent des inquiétudes des élèves, des parents, des professeurs, tant au niveau du ministère de l'Éducation nationale que du ministère de l'Enseignement supérieur. Merci, monsieur le rapporteur, formidable. Merci beaucoup pour cette concision. Je vois que madame la ministre, monsieur le ministre ont pris des notes. Je continue en donnant la parole à monsieur Piednoir pour l'enseignement supérieur qui va faire preuve, je n'en doute pas, de la même efficacité. Et je reviendrai vers vous. Merci madame la présidente. Oui, on va essayer de tenir le timing. Merci madame la ministre, monsieur le ministre pour votre intervention qui est très dense, qui pourrait donner lieu à un certain nombre d'analyses un tout petit peu différentes. Juste, par exemple, prenant 2 exemples sur la réussite de l'introduction de 2 professeurs principaux. On a des échos qui sont un tout petit peu plus nuancés que ce que vous avez bien voulu dire tout à l'heure. Et puis sur le recours massif au tirage au sort qui peut justifier l'introduction de Parcoursup, c'est plutôt l'écho qui a été important
plutôt que le recours. Mais bon. Sur la réforme du bac, puisqu'en fait c'est le fond de ce qui nous amène aujourd'hui à vous auditionner conjointement, j'ai entendu de votre part à tous les deux, construire son parcours avec des combinaisons originales, c'est tout à fait louable. En revanche, on peut pointer un certain nombre de dommages collatéraux, je vais dire ça comme ça. Je vais décliner ça en 3 points. Le premier point, c'est la charte que vous avez évoquée, Madame la Ministre, tout à l'heure, la charte pour une orientation progressive et accompagnée au service de la liberté de choix et de la réussite des lycéens, c'est comme ça que ça s'appelle, qui a été signée le 17 juin dernier, de l'année dernière, qui avait pour objectif d'éviter les silos, les tuyaux, une hiérarchie dans les voies d'accès à l'enseignement supérieur et d'encourager la diversité des profils. Vous avez tout à l'heure cité, par exemple, l'orientation en médecine, en études de santé. Comment concrètement cette charte, dans le cadre d'un dialogue permanent, je crois que c'est les mots de l'un ou de l'autre qui ont été utilisés, comment concrètement cette charte est menée sur le terrain avec les acteurs de l'enseignement scolaire et le supérieur que vous appelez de vos vœux. Deuxième point, le continuum, Bac+3, Bac-3, souhaité entre l'enseignement scolaire et le supérieur, rend le rôle des attendus des formations extrêmement visible sur la plateforme Parcoursup. Or, nous savons tous qu'il y a une forme de disparité entre les attendus qui sont exprimés sur cette plateforme par les différents établissements. La qualité des attendus, la précision des attendus est attendue de la part des élèves lorsqu'ils s'inscrivent sur la plateforme. Or, elle est très hétérogène d'une filière à l'autre et d'un établissement à l'autre. Est-ce que le ministère a entrepris cette démarche, comme il s'y était engagé, d'un travail sur ces attendus pour améliorer leur compréhension et appropriation par les candidats? Et puis, troisième et dernier point, la suppression des filières, des intitulés des filières, comme nous le connaissions auparavant, je disais, à des dommages collatéraux sur des formations d'enseignement supérieur qui étaient calquées sur ces baccalauréats. J'ai 2 idées en tête. La première, que Monsieur le ministre de l'Éducation nationale connaît parfaitement, c'est la filière ECE-ECS, qui n'était ouverte pour les unes au bachelier ES, pour les autres au bachelier S. Quid de la fusion de ces 2 filières, ces classes préparatoires pour les grandes écoles de management? Est-ce qu'on a une fusion qui est actée ou on attend que ça se passe et qu'on l'observe de fait? Et deuxième exemple, c'est la filière BCPST, pour lesquelles on a besoin d'un enseignement fort en mathématiques, en physique et en SVT. Or, les bacheliers n'ont plus la possibilité que de prendre 2 enseignements de spécialité sur ces 3-là. Vous allez me dire qu'ils ont le choix d'une option complémentaire. Ce n'est pas tout à fait la même chose. Comment fait-on pour s'orienter en BCPST avec le même bagage qu'auparavant? Merci, Monsieur Piednoir. Alors, je me tourne vers vous pour répondre à déjà ce premier volet de questions assez précises qui ont été posées par nos 2 collègues. Pouvez-vous appuyer sur votre bouton? Voilà, donc beaucoup de choses dans ce que vous avez dit. Sur la question qui corrige, qui a été posée notamment pour tenir compte des aspects pratiques de la prochaine session, ce sont les professeurs des établissements. Je voudrais d'ailleurs, par rapport à cette remarque comme à d'autres remarques qui peuvent exister, c'est on doit dédramatiser l'existence d'un contrôle continu dans les établissements. J'ai rappelé tout à l'heure que l'épreuve dure au maximum 2 heures en histoire géo, souvent 1 heure en langue vivante. C'est dans le cadre ordinaire de la vie scolaire. C'est pas un baccalauréat bis en quelque sorte. Hein. C'est d'ailleurs moins lourd. Dans la plupart des cas, ça se présentera comme quelque chose de moins lourd que les bacs blancs qu'on avait l'habitude d'organiser précédemment. Comme c'est la première fois, ça suscite évidemment des interrogations et des inquiétudes particulières, mais l'objectif, c'est que dans le futur, ce soit quelque chose d'extrêmement banal que de passer ces épreuves-là. Et donc la correction sera aussi quelque chose de très banal, c'est-à-dire quelque chose que l'on diffuse entre les professeurs des établissements. Je n'ai en réalité pas d'inquiétude pour l'immense majorité des établissements. Là où il pourrait y avoir des problèmes, c'est là où, parce qu'il y a de la contestation sociale, pour parler clair, liée parfois à d'autres sujets que celui-ci, certains ne veuillent pas corriger, ce qui est dans ce cas-là un acte de grève, hein, pas un acte anodin, parce que ça fait partie évidemment des obligations de service que de corriger. Donc
donc normalement le problème ne se posera pas dans la plupart des cas. Au cas où il se poserait, l'institution est là pour aider les chefs d'établissement, notamment les corps d'inspection sont présents dans les établissements où il peut y avoir des craintes de ce type, de façon à voir comment seront assurées les corrections. Mais enfin, là aussi, je vois bien que certaines forces essayent de créer un petit peu d'inquiétude autour de cela. Une logique qui est un petit peu pompier pyromane, vous me permettrez de le dire, puisque ça consiste à dire ouh là là, il y a risque de désordre. D'ailleurs, tiens, si on en faisait un de désordre, mais la réalité, c'est que là où il y a tout simplement du calme et de la sérénité pour faire les choses comme elles sont prévues, il n'y aura aucun problème. Donc, de ce point de vue-là, j'ai d'ailleurs confiance dans les professeurs, puisque rappelons que c'est les professeurs de l'établissement. Et que donc tout désordre serait nuisible aux élèves de l'établissement. Ce qui est quand même une responsabilité que, si j'étais professeur, je ne prendrais pas. Et je sais que l'immense majorité des professeurs n'iront pas dans ce sens. Mais en tout cas, évidemment, l'institution s'organise pour que correction il y ait. D'ailleurs, tout ça s'étale sur plusieurs jours, comme je l'ai dit, de sorte que s'il y avait un problème, des solutions seraient trouvées jour après jour. Ensuite, s'agissant de la Banque nationale de sujets, votre question est évidemment très intéressante et importante. Rappelons que la Banque nationale de sujets, donc, qui a été rendue publique en décembre, a comme vocation de donner des listes de sujets qui ont été élaborées par les inspections, dont les professeurs se saisissent aujourd'hui par des clés. Vous avez dit, mais au fond, quand il y aura beaucoup de sujets, ce qui en effet va arriver avec le temps, il y en a déjà dans certaines matières beaucoup, au fond, cette banque, peut-être qu'elle ne sera plus cryptée, elle pourra être transparente. Je pense que c'est... et vous vous demandiez, si j'ai bien compris, si c'était pertinent ou pas qu'elle le soit un jour. Pour ma part, j'ai tendance à penser que oui. Autrement dit que dans les temps futurs, ce ne sera pas nécessaire que ce soit crypté, parce qu'il y aura tellement de sujets que ça fonctionnera comme des annales normales, et que, du coup, un élève qui préparerait l'ensemble des sujets, de toute façon, se mettrait en situation de réussir. Et l'évaluation, elle n'est pas faite pour piéger qui que ce soit, elle est simplement faite pour créer un point de repère dans le travail continu que fait l'élève. Donc l'horizon de la transparence est à mon avis un bon horizon dès lors qu'il y a une quantité suffisante de sujets. Mais c'est quelque chose qui va se discuter dans le cadre du comité de suivi. En tout cas aujourd'hui c'est crypté et ce sont, je le rappelle, des choix qui sont faits par les professeurs de l'établissement avec à la fin le chef d'établissement qui prend un sujet parmi ceux proposés par les professeurs. S'agissant des outils informatiques du ministère, il y a évidemment une compétence informatique forte de ce ministère qui a permis de faire la dématérialisation, qui est quand même une belle performance technique. Bien sûr, il y a 1000 modernisations encore nécessaires. J'ai parlé tout à l'heure de la modernisation pédagogique numérique, parce que cette modernisation pédagogique numérique, elle est absolument indispensable, mais ça passe aussi par des outils informatiques. Dans le cadre de notre travail avec les collectivités locales, il y a évidemment de grands progrès. Ce serait trop long de développer là, mais il y a un certain nombre de documents stratégiques de notre ministère qui existent pour expliciter ça. Mais évidemment, je vais dans le sens de ce que vous avez dit. S'agissant des établissements privés hors contrat, donc c'est vrai que les élèves ne passent pas les épreuves exactement comme les autres, mais ils passent des épreuves de contrôle continu donc au 3e trimestre de terminale. C'est donc une sorte de rattrapage de fin de cycle. Par définition, quand on est hors contrat, on est hors contrat, si vous voulez. Donc il y a une situation un petit peu spécifique. Mais évidemment, tous les établissements sous contrat, qui sont l'immense majorité des établissements privés, sont dans la même situation que les établissements publics sous cet angle. S'agissant des questions de Monsieur le Sénateur Piednoir, elles peuvent plus être répondues par ma collègue. Merci beaucoup. Je vais commencer par les deux questions du sénateur Grosperrin sur la question des vocations tardives. Évidemment, j'allais dire, ce sera même beaucoup plus simple, puisque avoir fait un premier choix de spécialité, puis finalement décider d'en changer, ce qui sera maintenant possible, c'est beaucoup mieux que de se retrouver dans une série de baccalauréats où finalement on ne se sent pas bien et où on ne donne pas le plein potentiel qu'on pourrait donner si on avait pu choisir. Donc
évidemment que c'est important pour ces vocations tardives, et c'est toute l'idée d'avoir mis en place depuis 2 rentrées maintenant la possibilité d'avoir des parcours qui soient beaucoup plus sur mesure et beaucoup plus à la carte dans le supérieur. Donc ça c'est évidemment important. Sur la façon dont est mise en place la charte d'orientation, en fait il y a trois façons de voir les choses. D'abord, il y a le paramétrage de la plateforme en elle-même. On a supprimé, on est en train de supprimer toutes les références aux séries du baccalauréat et où on demande aux formations de faire plutôt référence à des disciplines et à des compétences pour éclairer les élèves dans les choix de spécialité. Il y a cette plateforme Horizon 2021 qui permet donc d'aider les lycéens dans leurs choix et qui leur permet, en cochant des spécialités, de regarder quel type de formation et ensuite éventuellement même quel type de grand secteur d'activité. Et puis pour les classes préparatoires, il y a un gros travail qui a été conduit avec elles, qui permet en fait d'avoir une forme d'organisation particulière. Je vous le montre, à quoi ça ressemble. En fait, je crois que c'est le plus simple, où en fait on indique quels sont les enseignements incontournables qu'il faut avoir suivis, soit en première, soit en terminale, sous des formes de spécialité. Et donc, en ce qui concerne les classes préparatoires économiques et commerciales, il n'y aura plus qu'une seule filière, mais qui sera donc accessible, que l'on ait fait plutôt mathématiques, sciences, ou que l'on ait fait plutôt sciences économiques. Et derrière, pourront se décliner des formes de spécialité. Mais en tout cas, il y aura un tronc commun économique et commercial, il n'y aura plus ECE, ECS. Pour les BCPST, il faudra avoir fait effectivement mathématiques, physique, chimie et sciences de la vie et de la terre ou biologie, écologie. Il faudra avoir fait ça en première ou en terminale. Donc l'idée c'est ce que disait Jean-Michel tout à l'heure, le fait qu'on soit sur un modèle 3-6-9 entre guillemets fait que on peut avoir des connaissances dans ces différentes disciplines. Donc tout ça a été travaillé évidemment avec les classes préparatoires qui ont été peut-être les plus perturbées par la disparition des séries de baccalauréat, puisqu'effectivement elles s'appuyaient beaucoup sur ces séries de baccalauréat. Sur la question des attendus, donc vous le savez, il y a les attendus entre guillemets critères généraux, et là nous incitons vraiment les conférences des doyens à travailler ensemble pour que les attendus généraux soient effectivement tous les mêmes au sein des grandes filières disciplinaires, et ça a été très majoritairement le cas. Et en ce qui concerne les attendus locaux, au niveau du ministère, on a fait une analyse intégrale et systématique de ces attendus locaux pour aller encore plus loin dans la transparence, et parfois nous avons noté des choses un peu surprenantes, et donc nous avons contacté les établissements. Pour vous dire la vérité, c'est une centaine de formations qui ont été contactées, à qui on a dit que ça nous paraissait un peu surprenant de voir apparaître un certain nombre de choses, c'est-à-dire vraiment moins de 2% des formations. Donc là, ce travail, j'allais dire, est en train d'être fait, et il est en réalité permanent, puisque chaque année, il y a des semaines de formation pour les établissements, les nouvelles filières, parce qu'il y en a qui se créent, il y en a qui sont supprimées. Donc, des semaines de formation, de manière à ce que les gens puissent comprendre en fait ce que l'on met derrière ces attendus locaux, etc. Donc c'est un très très grand travail, et d'ailleurs ça me permet de remercier tous les gens qui conduisent ce travail en liaison entre nos deux ministères, puisque Jérôme Teilhard qui est là en est responsable pour nos deux ministères. Moi, j'avais 3 questions de nature différente. Je vais être assez rapide et succinct. La première question porte sur la réussite étudiante. Vous avez signé l'un et l'autre, du reste, avec la conférence des présidents d'université, la conférence des grandes écoles, un texte, la charte pour l'orientation progressive
il y a juste un an, je crois, dans lequel il y avait un article qui prévoyait des dispositifs de réussite. Je voudrais savoir où vous en êtes sur cette réflexion. Est-ce que l'idée est de créer de nouveaux dispositifs, de donner plus d'ambition aux dispositifs existants, je pense aux cordées de la réussite et au parcours d'excellence? Est-ce qu'on a entendu dire aussi que vous travaillez sur une fusion des deux dispositifs? Bref, où en êtes-vous sur cette question-là? Deuxième question sur l'ouverture sociale de l'enseignement supérieur. On a beaucoup parlé ces dernières semaines de la question de l'accès aux grandes écoles, qui est un vrai sujet. La conférence des grandes écoles a fait des propositions, je ne sais pas si on peut dire des propositions, c'est plus lancer des pistes de réflexion, que ce soit en termes de calendrier, mais sans s'engager réellement, ou que ce soit aussi sur les moyens pour parvenir à accroître le nombre d'étudiants boursiers dans les grandes écoles. Je voudrais savoir quel est votre point de vue là-dessus. Est-ce qu'il ne faut pas être un peu plus directif dans les objectifs à assigner aux grandes écoles, que ce soit en termes de calendrier ou de pourcentage, et de façon d'y arriver? Je voudrais aussi signaler, parce que c'est un sujet qui est peu connu mais qui est réel, sur la problématique de l'ouverture sociale dans l'université. Elle n'est pas généralisée à toutes les universités. Il y a un certain nombre d'universités, certaines ne sont pas très loin d'ici du reste, qui ne se caractérisent pas par le nombre élevé d'étudiants boursiers. Je voudrais savoir où vous en êtes de la réflexion sur un effort supplémentaire qui pourrait leur être demandé. Et dernière série de questions sur la diversification des parcours. Madame la ministre, vous citiez à juste titre comme un élément intéressant la réforme des études de santé, comme un élément où il y a une vraie diversification des parcours. Vous avez tout à fait raison de le dire. Il y avait quand même, et ça avait été l'objet d'un débat ici important, sur l'idée d'être assez volontariste en imposant des pourcentages aux deux filières principaux, en l'occurrence 60-40%. Est-ce que, de votre point de vue, et là je parle sur les autres filières de l'enseignement supérieur, on peut réussir cette diversification sans imposer des pourcentages en fonction des différents parcours? Monsieur le sénateur Lafont, vous avez raison de dire que la réussite des étudiants, ça doit aussi prendre en compte, avec une aide supplémentaire et un accompagnement particulier, l'ensemble des classes sociales. Nous sommes convaincus de l'efficacité des cordées de la réussite, nous sommes convaincus de l'efficacité des parcours d'excellence. L'idée, c'est effectivement de pouvoir au maximum amplifier cela, et ça fait d'ailleurs partie des pistes qui ont été proposées par les grandes écoles pour justement augmenter la mixité sociale dans les grandes écoles, aller repérer et accompagner au travers de binômes étudiants-élèves les jeunes, y compris très tôt en fait. C'est-à-dire, on pourrait même envisager de le faire à partir du collège et très tôt dans le collège. Les cordées de la réussite, c'est 4e. Et donc, ça fait partie vraiment des propositions qui sont en train d'être faites par les grandes écoles de manière à augmenter la diversité sociale. On sait par exemple que on a déjà des polytechniciens qui sont déployés sur l'ensemble du territoire, parce qu'il y a aussi la question géographique, à qui on pourrait confier ces missions particulières d'encadrer des jeunes méritants, mais qui n'ont pas autour d'eux peut-être de modèles qu'ils pourraient avoir envie de suivre. Par modèle, j'entends des gens qui ont fait des études, si eux-mêmes souhaitent en faire. Au-delà des écoles auxquelles j'ai demandé d'avoir une réflexion particulière, la conférence des grandes écoles, vous avez raison, c'est aussi questionné. Et là encore, hein, je voudrais que les choses soient extrêmement claires. Il y a des grandes écoles qui ont déjà fait énormément de choses pour augmenter la mixité sociale en leur sein, et ça, évidemment, il faut le reconnaître. On avait des écoles qui pouvaient encore améliorer les choses. Et votre question, c'est est-ce que je souhaite être plus directive et leur donner un objectif et fixer une année, etc. Très sincèrement, non. Je vais vous dire pourquoi je ne souhaite pas procéder comme ça. C'est parce que je trouve qu'il n'y aurait rien de pire pour des jeunes de se dire qu'ils sont rentrés dans ces grandes écoles, pas tout à fait parce qu'ils étaient aussi excellents que les autres, mais parce qu'il y avait des quotas. Autant je suis favorable, et d'ailleurs c'est ce que nous faisons, à la mise en place de quotas
après le baccalauréat. Autant après des concours, ça me paraît difficile de mettre en place des quotas de réussite à des concours. Et donc c'est pour ça que j'ai demandé aux grandes écoles elles-mêmes de se fixer des objectifs ambitieux et dans le temps, mais qui respectent aussi la façon dont elles recrutent et sélectionnent leurs étudiants. Je pense qu'en fait ce sera beaucoup plus efficace comme ça, peut-être moins spectaculaire que d'annoncer en 2022 il y aura tant de pourcents. Et enfin, la raison pour laquelle je ne souhaite pas le faire, c'est que c'est extrêmement difficile de mesurer la totalité de ce que signifient des critères sociaux. Et vous avez des jeunes qui ne sont pas considérés comme, enfin, qui ne sont pas boursiers, selon les critères sociaux, mais qui néanmoins ont besoin aussi d'avoir des accompagnements particuliers et spécifiques dans un certain nombre de grandes écoles. Je le dis toujours sous le ton de la boutade, mais c'est vrai. Et j'ai demandé d'ailleurs à la conférence des grandes écoles de penser aussi vie dans les grandes écoles et intégration dans les grandes écoles. On peut parfaitement ne pas être boursier sur critères sociaux et néanmoins être très gêné d'être invité à aller faire une partie de tennis à l'issue des cours parce qu'on n'a juste simplement jamais joué au tennis de sa vie. Donc voilà, l'intégration sociale, c'est pas seulement les bourses sur critères sociaux. Je voudrais que ça aille beaucoup plus loin que ça en réalité. L'entrée des boursiers dans le supérieur, nous avons mis des quotas, nous les travaillons année après année, nous les augmentons année après année. Et là pour moi c'est quelque chose de différent parce que ça n'est pas issu d'un concours, c'est un examen. Et donc je pense qu'on peut travailler. Effectivement, vous avez raison, il y a des universités qui ont encore de faibles nombres de boursiers. On les accompagne, on y travaille. Là encore, c'est quoi le sens de dire d'un seul coup, multiplier par 10 votre nombre de boursiers? Enfin, il vaut mieux que ce soit fait de manière consciente, voulue, pensée par les établissements eux-mêmes de ce point de vue-là. Nous avons dans le décret fixé un pourcentage d'accès lorsque les filières de santé existent sous la forme d'un portail, sous la forme d'une licence. Nous avons choisi de fixer du 70-30 pour le moment, mais comme je le disais tout à l'heure, il y a des universités dotées de CHU qui ont décidé de faire 100% licence accès santé et de ne plus avoir de portail accès santé. Donc ça veut dire qu'il y a des établissements extrêmement prestigieux qui ont fait le choix justement de favoriser la réussite des étudiants. Tous les étudiants qui seront inscrits dans ces licences avec accès santé seront très probablement des étudiants dans un parcours de réussite, qu'ils intègrent ou pas les formations de santé en deuxième année. Et c'est ça l'objectif à terme, bien sûr. Après les sujets et les questions extrêmement concrètes qui viennent d'être évoquées par mes collègues, je voudrais en ajouter notamment un sur l'organisation des épreuves de contrôle continu et la responsabilité importante qui pèse sur les épaules des établissements et des enseignants, notamment en matière d'aménagement des épreuves pour les étudiants en situation de handicap, parce qu'on a été sollicité sur ces questions-là. Il y a des choses extrêmement concrètes à mettre en œuvre pour que ces élèves puissent participer aux épreuves et les enseignants n'ont pas la formation ni les moyens de déterminer quels doivent être ces aménagements. Plus globalement, moi je voudrais revenir, puisqu'on a la chance que vous nous expliquiez ensemble la cohérence de votre réforme, je voudrais revenir justement sur la philosophie de ces réformes qui ne me semble pas à ce stade, même s'il est encore peut-être évidemment trop tôt pour en faire un bilan exhaustif, de nature à répondre à un enjeu majeur du système éducatif, c'est la réduction des inégalités sociales qu'évoquait ma collègue. Exemple, vous prenez souvent l'exemple des études de santé, et je trouve qu'en effet c'est un très bon exemple. On a besoin à la fois de répondre en termes de nombre aux étudiants qui pourront demain être médecins ou formés en matière de santé, et on a besoin de démocratiser. Or, ce qui est proposé aujourd'hui
ne répond, je crois, ni à l'un ni à l'autre. D'abord parce que ça ne répond très imparfaitement à l'aspect épanouissement et on diversifie les parcours. Parce que tout montre à ce stade que les filières sont reconstituées peu ou prou comme par le passé. Donc ça ne répond pas à cet enjeu-là. Ça ne répond pas non plus à l'enjeu diversification parce que en même temps qu'on semble ouvrir des champs nouveaux, on bouscule tout ce qui est l'orientation. Or, pour justement qu'un certain nombre de familles et de jeunes se retrouvent dans une éventuelle diversification des parcours, alors il faudrait un service de formation et d'orientation extrêmement performant pour les aider. On ne peut pas considérer que l'orientation, c'est ouvrir des enseignements des spécialités et dire allez-y, faites toutes les combinaisons que vous voulez, parce que ça ne fonctionne pas ainsi. Et enfin, je voudrais attirer l'attention sur le fait que, et vous l'avez souligné, Monsieur le Ministre, sur la dimension groupe, classe, qui est un élément déterminant de l'enseignement par la création de dynamiques de groupe, de soutien et d'accompagnement. Et là aussi, il y aurait beaucoup à dire, puisque la multitude de professeurs qui se retrouvent à assumer ensemble une classe rend ce travail d'équipe et de cohésion extrêmement difficile. J'avais surtout l'intention de poser des questions à Jean-Michel Blanquer, mais je vais indiquer à Mme Vittel que je la remercie de m'avoir interpellé et de m'avoir apporté finalement des précisions à ce qui était une véritable interrogation sur la cohérence du calendrier et sur l'articulation lycée-licence. Vous avez apporté des précisions sur le rapport entre spécialité et poursuite d'études supérieures et je vous en remercie. Si je faisais un mauvais jeu de mots, il faut que le baccalauréat, en utilisant un mot un peu compliqué, redevienne un pivot entre le lycée et la licence, et qu'il ne soit pas ce qu'il était en train de devenir. Cela a été dit par Jean-Michel Blanquer au début de son intervention, plutôt un certificat de 20 études secondaires, et qui expliquait ensuite le puissant décrochage. Donc il faut bien qu'il redevienne un passeport pour l'enseignement supérieur. Je noterai simplement après vos propos que finalement là où c'est le plus compliqué, me semble-t-il, c'est dans la classe préparatoire aux grandes écoles, c'est-à-dire assez curieusement dans la partie de l'enseignement supérieur qui est intégrée dans les lycées et où c'est peut-être là le plus difficile à articuler par rapport au choix des spécialités, mais je ne suis persuadé qu'on trouvera des solutions pour les grandes écoles. Par rapport à Jean-Michel Blanquer, j'ai plusieurs questions, mais en préalable, je voudrais juste dire que c'est vrai que la réforme du lycée bouscule l'organisation du lycée, la réforme du baccalauréat bouscule l'organisation du lycée, et que c'est une excellente chose. À la différence de ce qui a été dit précédemment, moi, cela me paraît intéressant qu'on bouscule un petit peu le sacro-saint groupe classe, que l'on bouscule un petit peu le sacro-saint conseil de classe, que l'on bouscule un petit peu la trimestrialisation. Quant au contrôle continu, finalement, si ça doit être banal, comme vous l'avez dit, Monsieur le Ministre, pourquoi ne pas aller jusqu'au bout de la réforme et de s'appuyer vraiment sur un véritable contrôle continu en faisant tout simplement confiance aux professeurs et dans la part du contrôle continu sur l'examen final. Donc vous voyez, je pense qu'il faudra encore continuer à ce que votre réforme bouscule un petit peu un certain nombre de conservatismes. Je voudrais revenir par contre sur le fond de la réforme. Il s'agissait de mettre un terme au cloisonnement, au silo que constituaient les séries. Alors, est-ce que, de votre point de vue, la proportion d'élèves qui se sont affranchis dans le choix de leur spécialité de la reproduction des filières vous paraît, pour une première année, satisfaisante? Peut-elle progresser? Et comment? Et puis, je voudrais revenir sur les conclusions ou les pré-conclusions du rapport de nos collègues députés, Géraldine Bannier et Frédéric Reiss, qui montrent que la spécialité mathématique est choisie par 69% des élèves, mais qu'elle est plébiscitée par 76% des élèves dont les parents appartiennent à des catégories sociales favorisées. Donc n'y a-t-il pas un danger à ce que les combinaisons atypiques, et que j'appelle de mes voeux, soient réservées aux élèves des milieux les plus défavorisés, qu'au contraire, la triplette, la sacro-sainte, triplette mathématiques, physique-chimie, SVT, concentre ceux des milieux les plus favorisés? La permanence de ces éléments de reproduction sociale ne devrait-il pas vous inciter à finalement vous orienter vers une plus forte modularité de ces enseignements, revenir un peu au rapport Mathiot et faire par exemple que le baccalauréat soit obtenu par validation de chaque module choisi, ce qui rapprochera encore de l'enseignement supérieur. Madame Billon est dans l'hémicycle, je vais la rejoindre, mais j'appelle également votre attention sur le fait
que les choix des lycéens restent encore fortement genrés, avec 87% de garçons dans la triplette mathématiques, numérique, physique, et qu'à l'inverse, la spécialité humanité attire 25% des filles et 9% des garçons seulement. Je crois que là, il y a un véritable problème. Deux questions connexes. Une première sur l'inclusion d'un enseignement de mathématiques dans le tronc commun, c'est proposé dans le rapport de nos collègues députés, et puis aussi éventuellement le passage à 3 spécialités de terminale. Je ne vous poserai pas de questions sur l'enseignement des langues régionales, cela nous changera, Monsieur le Ministre, mais Madame Blonder s'en est chargée. Merci. Ça me permet peut-être d'enchaîner sur cette question auprès de vous, Madame la sénatrice, sur cette question de diversité sociale et de démocratisation en santé. En fait, vous savez, on peut le faire de plusieurs façons. Il y a beaucoup de jeunes qui ne se déplaçaient pas dans des villes universitaires qui offraient des PACES. Parce que déjà se déplacer, c'est pas offert à tout le monde, une fois de plus, hein, que ce soit d'un point de vue pécunier ou d'un point de vue simplement... toujours cette fameuse confiance en soi et cet encouragement à se déplacer. On est passé un peu plus de 30 villes universitaires qui offrent un accès aux études de santé à plus de 100. C'est aussi une façon, à mon sens, vraiment de démocratiser les choses. La deuxième façon de démocratiser pour moi, et c'est aussi issu de beaucoup de discussions et de... peu importe, c'est que lorsque l'on sait d'emblée que on va être probablement obligé de redoubler au moins une fois sa PACES, voire d'échouer 2 fois et de recommencer ses études supérieures à 0, là il y a aussi un vrai sujet de est-ce que je prends ce risque, sachant que j'ai pas forcément, ça peut être compliqué pour moi de faire des études supérieures déjà d'un point de vue pécunier. Et vous avez des familles qui disent bon, ok, tu essayes, et puis qui, au bout d'1 an d'échec, en ayant réalisé, y compris ce que ça voulait dire en termes d'accompagnement, de coûts financiers, etc., disent à leurs enfants bon c'est pas possible. Et donc l'idée de dire qu'on peut réussir une première année de licence, ne pas forcément être pris cette année-là dans des études de santé, faire une deuxième année de licence, la réussir quoi qu'il en soit et être pris ou pas dans les études de santé, dans tous les cas, on est aussi dans une situation où on peut revendiquer une réussite. Et ça change aussi beaucoup de choses. Et je pense que nous allons... je vais te repasser la parole. S'agissant donc des questions de Mme la sénatrice Boulin, en partie, il y a une réponse s'agissant du supérieur sur l'organisation des E3C pour les élèves en situation de handicap. Donc c'est évidemment une question importante. C'est un sujet auquel je suis évidemment très sensible à titre général, c'est-à-dire notamment pour les épreuves terminales. Le Conseil scientifique de l'éducation nationale a fait tout un travail d'instruction de cette question, en faisant aussi de la comparaison internationale pour voir les meilleures pratiques, de façon à faire évoluer nos pratiques pour avoir des aménagements pertinents, dans le respect du principe d'égalité aussi, puisque comme on a de plus en plus d'élèves reconnus en situation de handicap, que les choses sont très hétérogènes, il faut qu'on soit quand même très rigoureux sur ces enjeux, mais c'est en tout cas quelque chose qui sera mûr pour les épreuves terminales de 2021. S'agissant des E3C, donc comme ça se passe dans l'établissement, on est quand même dans une situation plus favorable, c'est-à-dire on a des professeurs qui connaissent leurs élèves, qui connaissent éventuellement leur handicap, et donc il y a une évaluation pédagogique aussi avec l'équipe médicale des besoins des élèves qui doit se passer de façon naturelle, comme ça, en respectant aussi les critères qui sont fixés pour les examens terminaux pour les E3C. Mais donc il est exact que les aménagements sont prévus par les textes pour E3C comme pour l'examen terminal. Sur la réduction des inégalités sociales, donc la ministre de l'Enseignement supérieur vient de répondre. De façon plus générale, notre objectif, par la combinaison de la réforme du baccalauréat et de Parcoursup, est évidemment d'avoir du volontarisme en matière sociale. Une question a été posée en lien avec ça par le sénateur Brisson, donc je réponds aux deux en même temps, c'est que c'est lorsque tout à l'heure il soulignait le fait que
la triplette classique pouvait favoriser les milieux favorisés. C'est un sujet extrêmement intéressant et j'invite chacun à avoir une vision sur la durée de ce qui se passe et de ce qui va se passer en la matière. Ce n'est pas se mettre en situation spécifiquement favorable que de prendre une triplette classique. Et je regarde les établissements considérés comme favorisés. C'est un point très intéressant, qu'ils soient privés ou publics. Je vous invite à faire cette observation ville par ville. Prenez les 4 établissements dont on dit habituellement, et évidemment on ne va pas les citer, mais qui sont considérés comme favorisés socialement. Et regardez les choix des élèves. D'abord, ce que vous observerez, c'est qu'il y a des stratégies très différentes entre ces établissements dits favorisés d'un établissement à l'autre. En clair, vous allez avoir les classiques et les classiques et les modernes, et qui en général vont être très classiques ou très modernes. Et donc vous allez avoir, et d'ailleurs on va retrouver ce sujet avec les lycées français à l'étranger, qui, de ce que j'ai vu, ne se sentent pas si mal à l'aise que ça avec la réforme, parce qu'au contraire, ils voient bien, en général, plutôt dans leur cas, les éléments de modernisation. Et ce que je commence à observer, mais laissons les analyses se faire par les uns et les autres, c'est que justement les établissements dits favorisés ayant pris l'option moderne ont un pourcentage beaucoup plus important d'élèves, en général plutôt de milieux favorisés, qui ont pris des triplettes pas classiques, autrement dit des combinaisons originales. Donc il n'y a pas du tout de corrélation entre le fait de prendre une combinaison originale et le fait d'être d'un milieu favorisé ou défavorisé. Et ce n'est pas forcément une stratégie payante que de prendre une combinaison classique. Là-dessus, il faut être sans aucun dogmatisme dans les conseils que nous donnons aux élèves, d'ailleurs. C'est-à-dire, la ministre l'a dit très bien tout à l'heure, dans les études dites de sciences dures, il est évident qu'il y a des choses incontournables et que l'on soit d'un milieu défavorisé ou favorisé, bien entendu, le conseil à donner va être d'être dans un spectre de choix cohérent avec cet enseignement scientifique que l'on a, cette ambition scientifique que l'on a. Mais déjà, comme ça a été dit, il y a du jeu plus que précédemment. C'est-à-dire qu'il n'y a pas simplement la filière S, il y a plusieurs combinaisons possibles. Enfin, l'ex-filière S reconstituée, il y a plusieurs combinaisons possibles. J'insiste aussi sur le fait que de toute façon, quand on parle de ex-filière S reconstituée, de toute façon, les programmes ont changé. Et donc, on se retrouve dans un paysage qui est de toute façon très différent de ce qu'était S auparavant, même pour ceux qui font les choix les plus classiques. Enfin, pour la grande majorité des élèves, en réalité, le spectre de combinaison est très vaste et, bien entendu, ne dépend pas du milieu social dont on est issu. Ce qui est intéressant, je pense, avec la réforme, parmi d'autres choses, c'est que justement, il n'y a pas un code. Il n'y a pas. Je sais bien que les réflexes des familles sont souvent de se dire, mais au fond, comment décrypter tout cela? Est-ce qu'il y a un code caché? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il faudrait faire, une chose qu'il faudrait faire plutôt qu'une autre? La réponse est qu'il n'y a pas de code. On a cassé les codes. Et que donc, c'est évidemment bon sur le plan de l'équité sociale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas des choix qui vous mettent dans l'ornière ou des choix qui vous favorisent. Il y a juste, encore une fois, simplement pour certaines études, des choix qui sont un spectre qui est moins large que pour d'autres. Et l'explicitation des attendus visibles dès que l'on est un élève de seconde est évidemment fait pour aller vers plus d'équité sociale parce que c'est plus clair, c'est plus explicite. On a à la fois plus de liberté et plus d'éléments de choix. Et ça invite tout le monde, bien entendu en premier rang desquels les adultes qui entourent l'élève, professeurs et autres professionnels, et notamment les professionnels de l'orientation, à pouvoir entrer dans un dialogue avec l'élève sur ce qui va guider ses choix. Mais évidemment, l'objectif, c'est justement d'en finir, en tout cas de réduire les phénomènes qu'on constatait auparavant, qui étaient les phénomènes, je dirais, de codes sociaux en matière d'orientation. Sur le groupe classe, je ne vais pas revenir trop longuement sur ce point, mais vous avez parlé d'un travail d'équipe et de cohésion. Eh bien, je pense que ce que nous sommes en train de faire, c'est d'avoir les vertus du système ancien tout en ayant les vertus du système nouveau. Vertus du système ancien, c'est ce que vous avez souligné, c'est-à-dire la cohésion que donne la classe, et la classe, elle continue à exister dans le nouveau système pour la majorité des heures. Mais c'est vrai, le système nouveau invite à cette logique d'équipe dont vous parlez, mais à une échelle autre que la classe classique, c'est-à-dire à l'échelle de l'établissement. Et c'est l'exemple que je donnais tout à l'heure du conseil d'enseignement de spécialité qui se réalise maintenant dans de nombreux établissements et qui invite à avoir des coopérations à l'intérieur de l'établissement. S'agissant des questions de monsieur le sénateur Gattolin,
sur les langues. Cette question invite aussi à une réflexion d'ailleurs plus large encore sur la politique des langues dès l'école primaire dans notre pays. Comme vous le savez, il y a eu ce rapport Taylor-Manès qui est en train de guider un certain nombre de politiques publiques que nous menons en matière de langue, dont le fait d'avoir plus d'assistants étrangers, d'avoir des coopérations européennes accentuées. C'est aussi la politique consistant à avoir pour notre formation initiale des professeurs, et là aussi c'est quelque chose qui est mené conjointement entre l'enseignement supérieur et l'enseignement scolaire, des professeurs qui vont bénéficier des futurs professeurs qui bénéficient plus systématiquement d'Erasmus. Nous souhaitons qu'il y ait une quasi-systématicité pour les étudiants en INSPE du bénéfice d'Erasmus. Et comme nous doublons le nombre d'Erasmus avec la nouvelle Commission européenne, nous allons doubler, voire davantage, eh bien, nous pouvons dresser cette perspective. Et voilà pour ce premier bilan de la réforme du baccalauréat. Les ministres concernés ont tenté de rassurer les sénateurs sur certains points. Il n'y a pas eu de désintérêt envers la spécialité mathématique et les universités ne pourront pas exiger le choix de certaines spécialités. C'est la fin de cette émission. Merci de l'avoir suivi. Vous pouvez revoir tous nos programmes sur notre site internet publicsena.fr. Très bonne journée sur Public Sénat.